Bonjour, bonsoir tout le monde, bienvenue dans ce nouvel épisode de Veritas Obscura. Aujourd'hui, nous allons nous plonger dans 3 histoires fascinantes, historiques et parfois macabres, il faut l'admettre. Cependant, le format me l'oblige, seule une de ces 3 histoires est vraie, les 2 autres sont écrites par mes soins pour vous tromper. Discernement et flair vous seront utiles pour débusquer la véritable histoire. Après tout, les fausses anecdotes seront parsemées de faits réels. Cela dit, n'ayez crainte de tomber dans le panneau, c'est aussi là une bonne raison pour découvrir une véritable histoire incroyable. Allez, ne perdons pas plus de temps, venez découvrir cet épisode sur les personnes phobiques jusqu'à la mort. Dans le duché de Varsovie, à Żelazowa Wola, le 1er mars 1810, voit naître un enfant au destin hors du commun. Frédéric Chopin, fils de Nicolas Chopin, un émigré venu des Vosges et installé en Pologne, et de Tekla Krzyżanowska, une Polonaise aux racines bien ancrées. Dès ses premiers instants, le jeune Chopin laisse transparaître ce talent prodigieux qui, quelques années plus tard, va le faire consacrer comme l'un des plus grands compositeurs de l'époque romantique. Très tôt, Frédéric se distingue dans le monde de la musique. À seulement 7 ans déjà, il compose des œuvres qu'il interprète devant des cercles de l'aristocratie de Varsovie. À force d'audace et de virtuosité, le surnom de « Petit Mozart polonais » commence à circuler, même si, à ce stade, ses harmonies n'étaient que l'ébauche d'un génie en pleine construction. Bref, 1 an plus tard, le prodige se produit avec un orchestre, et les comparaisons avec Mozart ne cessent de se multiplier. Dès ses 18 ans, il entame un voyage à travers l'Europe, espérant trouver la reconnaissance qui lui échappe encore dans sa Pologne natale. Pourtant, avant même que ses aventures européennes ne commencent véritablement, la vie de Chopin est marquée par une douloureuse épreuve. À 17 ans, le jeune compositeur est frappé par la mort de sa sœur cadette, emporté par une tuberculose, maladie également connue à l'époque sous les noms de phtisie ou de consomption. Cet événement tragique le lie, lui, à sa sœur, qui va lui aussi tomber malade, attrapant très certainement la tuberculose. Cette maladie, elle aura des répercussions sur le reste de sa vie, revenant la hanter plus de 20 ans plus tard. Et oui, parce que malgré sa virtuosité, Frédéric, il n'était pas à l'abri de la fragilité de son corps. Après un passage mitigé à Vienne, où il connaît un succès en demi-teinte, il quitte la capitale autrichienne pour s'installer à Paris le 5 octobre 1831. En France, la ville lumière devient le théâtre de sa vie musicale. C'est là qu'il vivra ses plus grandes inspirations, tout en affrontant une angoisse bien particulière, la taphophobie, cette peur viscérale d'être enterré vivant par erreur. Alors au XIXe siècle, une époque où les récits d'enterrement prématuré se multipliaient, la peur de finir dans un cercueil alors qu'on n'était pas tout à fait mort n'était pas qu'une légende. Entre les histoires de cloches de sécurité attachées au poignet et les témoignages d'horreurs nocturnes dans les cimetières, le spectre d'un tel sort planait sur l'esprit des plus sensibles, dont celui de notre virtuose. Confronté à ces angoisses, Chopin en vient à formuler un souhait singulier et chargé d'émotion. Conscient que son cœur, si précieux pour exprimer toute la sensibilité de son art, mérite d'être honoré, il demande à sa grande sœur, Ludwika, de réaliser son ultime désir. Après sa mort, que son cœur soit retiré et rapatrié en Pologne, terre de ses ancêtres et de sa mère. Ce geste, à la fois audacieux, dirons-nous, et empreint de nostalgie, traduit le besoin de se lier éternellement à ses racines malgré la fragilité de sa condition physique. Le 17 octobre 1849, après des souffrances interminables, dues très certainement à la tuberculose, Frédéric Chopin s'éteint à l'âge de 39 ans. Alors que son corps repose désormais au cimetière du Père-Lachaise à Paris, Ludwika, fidèle à la dernière volonté de son frère, procède à l'extraction de son cœur. Conservé dans une urne remplie de cognac, ce liquide qui alors est réputé pour ses vertus de conservation, l'organe est discrètement transporté en Pologne.
D'abord inhumé dans les catacombes de l'église Sainte-Croix de Varsovie, lieu choisi par les prêtres réticents à exposer l'urne dans la partie principale du sanctuaire, le cœur de Chopin finira par trouver sa place définitive. Après maints plaidoyers, l'église consent à encastrer l'urne dans l'un de ses piliers. Le 29 février 1880, une plaque de marbre est apposée sur le pilier, portant le verset biblique « Car là où est votre trésor, là aussi sera votre cœur ». Dans la banlieue tranquille de Sacramento, en Californie, vit une jeune femme au destin tragique. Gemma Morcenaro, alors âgée de 8 ans, vit chez ses parents dans un petit pavillon entouré d'un jardin qui lui sert lors de ses sorties d'aventure, elle qui s'imagine traverser le monde bien aidée par ses jouets qui jonchent son terrain de jeu. La chaleur est lourde en ce mois de juillet 1984, et la très jeune Gemma va vivre une expérience qui va la marquer à vie. Les brindilles asséchées du terrain mal entretenu de chez ses voisins s'embrasent, bien aidées par le soleil qui tape sans condition depuis plusieurs jours sur la ville. Un feu se déclare, personne ne semble s'en être aperçu, et la maison d'à côté, laissée sans surveillance, se pare de flammes qui détruisent tout sur son passage. On apprendra plus tard dans un rapport de police que les braises chaudes, aidées par le vent, se seraient déplacées vers le 405 Chivalry Street, la maison de la famille Morcenaro, allumant les braises d'un drame immense. Face à la destruction complète de la maison familiale, Gemma se retrouve confrontée aux prémices de sa future phobie. Plusieurs années plus tard, nous retrouvons la jeune fille âgée de 19 ans. On ne sait pas grand-chose de sa vie, elle n'a pas la notoriété de Chopin évidemment, mais on sait qu'elle était à l'université en sophomore, c'est-à-dire en deuxième année, en Wildlife Biology, entendez là, en biologie de la faune sauvage. En tout cas, Gemma, du haut de ses 19 ans, est une aventurière aguerrie. Toute son enfance avec ses parents, ses amis, ou plus tard toute seule d'ailleurs, elle sillonne les États-Unis, parfois en caravane aménagée, partant en road trip pour visiter les lacs du Wisconsin, la vallée de la mort, la chaîne des Adirondacks. Et de toutes ces activités et de ces voyages, ce qu'elle aime faire par-dessus tout, c'est du canot camping. Alors pour les curieux et curieuses, cette pratique elle se déroule sur plusieurs jours. Partant d'un point A, équipé de tout son matériel de camping, on descend le long d'une rivière, d'un fleuve ou d'un lac, à bord d'une embarcation à la recherche d'un point de chute. Celui-là enfin trouvé, vient le temps d'installer sa tente et son équipement avant de passer une nuit à la Belle Étoile. Parmi l'équipement requis, il y a une tente, évidemment, un bon matelas, des affaires de rechange, et puis de quoi se faire à manger avec souvent un réchaud et une petite bonbonne de gaz. Cet équipement-là, justement, c'est cet équipement indispensable. Il est obligatoire afin de se faire un repas chaud. Eh bien, c'est la hantise pour Gemma. Et d'ailleurs, ses amis, qui ont témoigné après son accident fatal, ont précisé que lors de leur sortie en bivouac, Gemma ne s'occupait que très peu souvent d'allumer le feu, préférant s'accommoder d'autres tâches qui l'éloignent le plus possible de sa phobie. Pourtant, il semblerait que la jeune femme, alors âgée de 23 ans, nous sommes en 1999, se décide à vaincre sa phobie. Gemma est partie en vacances dans l'ouest canadien, et après plusieurs jours passés dans la région des Mille Lacs, elle aurait loué une embarcation afin de faire du canot camping dans la rivière Milk. Cette activité se situe dans une région du sud de l'Alberta qui traverse des zones magnifiques, composées de petites îles isolées. Après possiblement 4 à 5 heures de pagayage sur la magnifique rivière Milk, elle aurait trouvé son point d'attache sur une petite crique isolée à la pointe sud d'un îlot flottant en plein milieu de la rivière. La tente montée, elle se serait mise à faire un feu, clipsant sa bonbonne de gaz au réchaud. Cependant, cette bonbonne, elle était mal fixée, et la proximité d'une flamme de briquet va non seulement allumer la flamme au niveau du réchaud, comme prévu, mais aussi au niveau de la bonbonne, à cause d'une fuite de gaz. Le feu serait parti et aurait pris dans la paillasse séchée par le soleil d'été. Prise de panique, elle serait restée
très certainement coincée sur l'îlot, incapable de trouver une solution. Peut-être n'en avait-elle même pas l'idée, tant la vue du feu a sûrement dû la terroriser. Dans la nuit du 24 juillet, après que les autorités aient remarqué un feu et ont envoyé les pompiers, la découverte macabre est faite. L'îlot est complètement brûlé et ne reste que cendres, bois mort encore léché par endroits par un feu à présent maîtrisé, et les restes d'une tente, d'un canot et d'un corps. Pour cette dernière histoire, nous retrouvons une autre personnalité célèbre, tout autant que Chopin, et qui lui aussi était atteint d'une phobie qui l'a secoué durant toute sa vie et même jusque dans sa mort. Gustave Eiffel, l'ingénieur et industriel français, celui qui donne à la France l'un de ses plus célèbres symboles, la Tour Eiffel. Gustave est né le 15 décembre 1832 à Dijon dans une famille assez bourgeoise. À sa naissance, son véritable nom est Alexandre Gustave Bonnickhausen, dit Eiffel. Après s'être rendu compte que le nom Bonnickhausen, de consonance germanique, lui attirerait des ennuis en France, il décide de le faire supprimer et de ne garder que le deuxième prénom. Ainsi devient Gustave Eiffel. Aparté refermé, notre Gustave, le baccalauréat en poche, se lance dans des études préparatoires pour l'école polytechnique. Il échoue à l'oral et se retrouve donc à l'École centrale des arts et manufactures de Paris. Il choisit comme spécialité la chimie, en vue de reprendre la direction de l'usine de son oncle. Mais après une embrouille familiale, se tourne vers la métallurgie. Ses premiers projets, qui suivent l'obtention de son diplôme en 1855, se concentrent sur les grands projets ferroviaires, notamment la construction de ponts métalliques. Son tout premier projet, d'ailleurs, sera un petit pont en tôle pour le chemin de fer de Saint-Germain. Et ça serait peut-être là que Gustave aurait dû affronter pour la première fois sa phobie, celle qui le poursuivra toute sa vie. Il était phobique des hauteurs. L'acrophobie, c'est le terme exact de cette peur panique qui se traduit par des vertiges, une peur excessive et souvent irrationnelle des hauteurs, du vide, et cela même en l'absence de danger réel. Gustave se retrouve donc à travailler, dès son plus jeune âge, sur des chantiers qui le mettent souvent face à ses craintes et à son vertige immense qui, d'après les ouvriers de l'époque, le poussait volontiers à rester proche des appartements du contremaître. Un incident survenu en 1858 va mettre à mal encore plus sa peur maladive des hauteurs. Il a 26 ans et il est là le chef de service des travaux de la Compagnie Générale de Matériel de Chemin de Fer. L'histoire dit qu'un jour, alors qu'il est sur la passerelle pendant les travaux, un jeune ouvrier tombe dans la Garonne, que le pont enjambait. Il voit l'homme se noyer sous ses yeux, combattant contre les remous du fleuve qui ne cessait d'essayer de l'engloutir, avant de finalement y parvenir. On dit que Gustave, a raison évidemment, restera marqué par cet incident et qu'il aurait carrément failli arrêter son travail pour se tourner vers des occupations moins vertigineuses. Mais le succès se dessine pour le jeune ingénieur, qui se voit confier, lors de la même année que l'incident sur la Garonne, la direction de la construction du pont ferroviaire de Bordeaux, long de 510 mètres. Une prouesse technique qui le pousse à fonder sa propre société. Sa renommée le dépasse, il faut le dire, il devient de son temps assez connu et se retrouve à inaugurer les édifices qu'il fait fabriquer. Alors entre en jeu le laudanum et le bromure de potassium. Vous voyez, à l'époque de notre bon vieux Gustave, il n'allait pas faire des thérapies cognitives et comportementales pour soigner leur phobie des hauteurs. Il n'avait pas non plus accès aux Xanax, alors, comme beaucoup d'artistes et d'intellectuels de son temps, ces troubles et ces cauchemars à Gustave, il trouvait leur repos dans les puissants sédatifs. Le laudanum, ça c'est de l'opium et de l'alcool. C'est un calmant, mais ça cause aussi une dépendance. Et le bromure de potassium, lui, ça détend énormément, mais à forte dose, ça peut provoquer une confusion mentale. Pourtant, c'est avec l'esprit clair que Gustave se lance dans la construction, en 1887, de la Tour Eiffel pour l'exposition universelle de 1889 à Paris. Cette fois-ci, il supervise les travaux qui débutent le 28 janvier 1887. A-t-il augmenté ses doses de bromure et de laudanum à mesure que la tour prenait de l'ampleur? Ça, je ne sais pas.
Quoi qu'il en soit, le chef d'entreprise, présent tous les jours sur le terrain, se confronte à sa phobie pendant 2 ans. Le 31 mars 1889, le projet s'achève. Gustave, triomphant, fait un discours depuis le 3e étage devant un parterre de journalistes, sûrement inquiets de l'état de santé étrange de l'ingénieur. Il sera décoré de la Légion d'honneur et se lance dans un nouveau projet qui va salir son nom, la construction du canal du Panama. Il décide alors de ne s'occuper que d'une chose, redorer le blason de son nom, mais surtout donner une utilité à son œuvre, la Tour Eiffel. Il fait construire une station météo, s'y rend très souvent, se battant en permanence non plus contre sa peur du vide, anesthésié depuis longtemps déjà par les substances miracles dont il est dépendant depuis longtemps. Sa fin de vie est aussi brusque qu'ineffable. Le 27 décembre 1923, il est retrouvé mort dans le jardin intérieur de son hôtel après une chute depuis sa fenêtre du 2e étage. Était-il confus, désorienté ou maladroit après sa consommation excessive de laudanum ou de bromure de potassium ? L'homme qui a en tout cas combattu sa peur des hauteurs à grands coups de médicaments dont il a finalement fini dépendant, s'est retrouvé confronté à sa peur du vide, une toute dernière fois. Voici donc la fin de ce nouvel épisode de Veritas Obscura. J'espère que celui-ci vous a plu, sur un sujet assez intéressant et qui nous touche tous et toutes, en un sens, celui de nos phobies et de nos peurs. Avant de connaître la véritable histoire, je vous laisse un petit instant pour vous abonner, si ça n'est pas fait, à lâcher un petit pouce bleu, à laisser un commentaire pour me dire ce que vous en avez pensé et pour aider mon travail. Puis si ce format vous plaît, laissez-le moi savoir. Bref, quelle était la véritable histoire ? Eh bien, il s'agissait de Chopin, de sa peur d'être enterré vivant, une peur partagée par 99% de ses contemporains, je crois bien, et qui l'a poussé à faire cette demande assez loufoque, dirons-nous. Sachez donc que si vous vous recueillez devant sa tombe à Paris, son corps, sûrement décomposé depuis longtemps, serait manquant d'un organe vital, quoique pas tant que ça pour un mort, son cœur. Concernant les autres histoires, il y avait un petit peu de vrai dans tout ça. Déjà, l'histoire de Gemma. Les lieux sont tous vrais, y compris l'adresse de son domicile. Cependant, l'histoire en elle-même, c'est une vague ressemblance d'une histoire que j'ai vécue moi-même et ma copine en canot-camping. Phobique des flammes, la pauvre avait essayé d'allumer le réchaud et la bonbonne de gaz, qui s'était effectivement bien enflammée. On a eu très peur. Mais bon, on est toujours bien vivant, et malheureusement, elle est toujours un petit peu phobique du feu. Enfin, la dernière histoire, celle de Gustave Eiffel. Eh bien, il avait apparemment une légère peur des hauteurs, ça c'est vrai, et l'histoire de l'homme qui se noie dans la Garonne, elle est presque vraie là aussi. L'homme est bien tombé à l'eau, sauf que Gustave, lui, il s'est jeté à sa poursuite pour le sauver. C'est un sacré héros, notre bon vieux Eiffel. Il ne sera pas mort d'une chute, d'ailleurs, et il ne consommait pas spécialement de substances bizarres, à ma connaissance en tout cas. Bref, je vous laisse là-dessus. Je vous dis à très bientôt pour un nouvel épisode, et n'oubliez pas, la vérité peut parfois être plus sombre que les mensonges. Ciao tout le monde. Qui se voit confier lors de la même année que l'incident sur la daronne, Bien sûr frérot.